Ilona et moi, nous nous sommes rencontrés bien longtemps avant d'ailleurs cette année Oui, 2015. il y a presque un peu plus de 15 ans, je pense. Voilà, toutes les deux, on travaillait dans l'édition jeunesse déjà. Moi, j'étais chez Syros. Et moi, j'étais chez Nathan. Voilà, et stagiaire. Et toutes les deux, en fait, ces deux maisons sont toujours d'ailleurs dans les mêmes bâtiments. Donc, on a dû se croiser à la machine à café. À la machine à café. Voilà, donc très utile. Et cette drogue caféinée continue d'ailleurs de nous poursuivre aujourd'hui au bureau. Mais voilà, on s'est connus à ce moment-là, on s'est perdu de vue, mais on a gardé des amis en commun dans la maison d'édition Nathan. Puis chacune, pendant plusieurs années, entre 2005 et presque 10 ans, on a fait deux parcours différents. Moi, j'ai poursuivi ma voie chez Syros, ensuite au Seuil Jeunesse et au Sorbier. Toujours dans vraiment la partie éditoriale. Et Ilona, toi, tu avais fait un parcours plus hétéroclite. Oui, j'étais partie de stagiaire, tu étais déjà éditrice. Non, moi, j'ai effectivement quitté brièvement l'édition avant de me dire que c'était absolument impossible de m'éloigner aussi longtemps et d'y revenir. J'ai donc fait des études vraiment pour ça. J'avais toujours eu comme rêve à l'époque qui me semblait inatteignable d'avoir ma propre maison d'édition. Et puis, en m'étant éloignée, je me suis rendu compte que ça valait quand même le coup de tenter le rêve. Et donc, je suis repartie. J'ai fait des études vraiment après avoir fait tous ces stages où j'espérais apprendre tous les maillons du métier, mais j'aurais été stagiaire jusqu'à la fin de ma vie. J'ai fait des études qui vraiment m'ont enseigné ce qui me manquait, donc les choses qui, moi, me semblaient les moins attrayantes du métier, mais qui sont quand même fondamentales, de la comptabilité, l'éditorial, un peu tout ce qui était le côté financier, que je n'avais pas du tout. Et puis après, j'étais chez Albert Michel Jeunesse faire mon stage de fin d'études. Et ensuite, j'étais embauchée chez eux pour vendre des droits. Et ensuite, à ce moment-là, je me suis sentie prête. Et j'ai donc fondé la maison d'édition, les éditions des éléphants. Et puis, comme toujours, quand on se sent prête, il y a toujours des choses qui arrivent. J'ai appris le même jour où j'ai déposé les statuts de la maison que j'attendais des jumeaux. Donc, on a pris une petite pause. On a fait ça. Voilà, mes enfants sont arrivés en bonne santé. Et ensuite, quand ils ont eu 6 mois, j'ai rencontré Caroline pour lui proposer de m'épauler. On a longuement discuté de notre vision de l'édition, des livres qu'on voulait faire exister. Et comme on avait une vision extrêmement proche, je me suis jetée donc dans le grand bain. Je lui ai proposé de rejoindre la maison. Et donc en mai 2015, avril 2015, sont sortis nos premiers livres. Donc 1 an après qu'on ait commencé à travailler toutes les deux. Voilà. Donc juste avant de lancer nos premiers ouvrages, on a quand même, effectivement, on a beaucoup discuté de qu'est-ce qu'on avait envie de faire. On a travaillé autour du nom qu'Ilona avait déjà choisi quand on s'est rencontrés, qui était les éditions des éléphants. En creusant, on s'est aperçu aussi que cette symbolique était très forte parce que l'éléphant, c'était toutes les qualités qu'on avait envie de développer dans nos livres, c'est-à-dire c'était la grâce. Et finalement, nos livres sont tous très gracieux. C'est l'intelligence, et on avait vraiment toutes les deux à cœur de traiter avec intelligemment les sujets, mais également de transmettre des savoirs. C'est aussi la force, et ça on s'est rejointes aussi là-dessus, sur l'idée que les contenus et les textes soient tous forts dans ce qu'on voulait transmettre aux enfants. Et c'est aussi la mémoire, et ça c'est un axe plus particulier de notre catalogue, c'est complètement même une collection d'ouvrages dont on parlera tout à l'heure, voilà, qui font appel à la mémoire et au passé. Voilà, donc quand on a démarré... Voilà, donc quand on s'est retrouvés dans un café, donc encore la caféine, pour parler de la maison, parce qu'on n'avait pas encore donc, de bureau, moi j'avais déjà dans ma besace une idée de collection, qui est donc la collection Igor Isuki, qui était mon mémoire de fin d'études. Igor Isuki, donc mon mémoire de fin d'études, c'est un projet un peu hybride. Alors on sait que souvent c'est pas idéal pour les rayonnages, mais c'était vraiment l'idée dès le départ. C'est une histoire donc de 2 enfants, d'une famille recomposée, mais au final, c'est pas le premier propos. Et ces 2 enfants, le mercredi ou le week-end, vont aller visiter des hauts lieux culturels français.
Et au cours de leur visite et de leur petite aventure qui leur arrive, ils vont apprendre tout un tas de choses. Donc une partie documentaire qui est vraiment exacte, fournie et recherchée, mais surtout de façon un peu ludique. Et puis à la fin, en postface quelques pages, 2 ou 4, dépendant des ouvrages, d'informations supplémentaires, soit à lire à la suite, soit plus tard, pour ceux qui auraient déjà ingurgité beaucoup d'informations selon l'âge du lecteur. Donc ça, c'était le projet de départ, et donc c'est un des premiers projets qui a été lancé. Il y en a 4 qui sont sortis la première année, dont 2, voilà, notre premier mois d'existence officielle. Voilà, et puis on a fait appel aussi comme auteur, parce que donc le projet est né en interne, donc on a fait appel à 2 auteurs. On a choisi comme auteur pour le texte une auteure de fiction, parce que finalement on s'est dit que si on voulait qu'il y ait une vraie histoire, qu'il y ait une vraie existence de ces 2 personnages qui existent au fur et à mesure de l'évolution de la collection, qu'on puisse s'y attacher, il fallait qu'ils aient vraiment une vraie âme. Et les premiers démarrages avec finalement des auteurs plus documentaires, ça fonctionnait pas du tout parce que tout paraissait un peu faux, factice et fabriqué. Donc on s'est dit, il faut creuser plutôt la dimension romanesque de ces personnages, et l'information, elle viendra au fur et à mesure après. Et donc, à chaque nouvel opus, donc finalement, on est devenus très amis avec Sigrid Baffer, Sandrine Bonini et toutes les 2, en faisant des réunions régulières pour élaborer chaque ouvrage. Et Sigrid Baffer s'en est merveilleusement sortie pour s'adresser aux plus jeunes. C'est d'abord c'est une auteure qui est plutôt pour ados. Et donc là, elle s'est adressée aux plus petits. Et elle s'est vraiment attachée à cette famille qu'elle a finalement créée. Et dont Sandrine Bonini ensuite s'est emparée pour leur donner leur visage. Voilà, donc on a 9 titres, donc plusieurs à Paris, la Tour Eiffel, le Zoo de Vincennes, les Égouts, l'Opéra, le Centre Pompidou. Mais par exemple, le Centre Pompidou, c'est à chaque fois le thème, la visite, c'est aussi une histoire autour d'une thématique. Là, on découvre qu'est-ce que c'est que l'art, qu'est-ce que ça va pousser comme interrogation auprès de l'enfant, et donc toute la part émotionnelle que peut ressentir Souki devant les œuvres d'art du Centre Pompidou. Donc il y a vraiment cette dimension d'interroger autre chose. Voilà. Oui, les égouts de Paris, c'est aussi autour de l'environnement, le recyclage de l'eau, etc. Voilà, ou dans le dernier opus En classe de mer, il y a aussi le thème du harcèlement scolaire qui était un tout petit peu évoqué. Il n'y a pas de drame, ça reste un livre pour les jeunes enfants, mais il y a un enfant qui est un peu mis à l'écart et qui peu à peu va être réintégré dans la classe. Donc voilà, ce sont des livres qui sont chargés parce qu'il s'y passe plein de choses, mais qui sont aussi super parce qu'il s'y passe plein de choses. C'est pour les 7-9 ans, à peu près. Voilà. Ouais. Disons que Igor, sur la Tour Eiffel, il a 6 ans au début de l'histoire. Au fur et à mesure, il a un peu vieilli, parce que je sais pas, on sait. Nous aussi, on a vieilli. Voilà, et au démarrage, donc il y a eu cette collection, deux premiers titres qui sont sortis la semaine de notre naissance, en quelque sorte. Et ensuite, on a eu des ouvrages, un très bel album de May Angéli qui s'appelle La Flaque. May Angéli, c'est une grande ponte de l'édition jeunesse. Vous connaissez sans doute son travail remarquable en gravure sur bois. Moi, ça faisait très longtemps que depuis mon stage aux éditions Syros, moi aussi j'ai commencé un stage comme tout le monde dans l'édition. Aux éditions Syros, c'est une des premières auteurs que j'ai rencontrées, May Angéli, qui depuis est devenue une grande amie. Et quand j'ai quitté le Seuil Jeunesse, on travaillait sur des albums au Seuil. Je lui ai dit, écoute, ce serait super si on pouvait, aux éléphants, faire des albums pour les plus jeunes. Parce que j'avais aussi envie, avec Ilona, on avait toutes les 2 des enfants très petits au moment de la naissance de la maison d'édition. Et voilà, et ça faisait un peu partie aussi de notre souhait de développer la petite enfance. Et donc, mais c'est lancé dans cette proposition de la flaque, qui est la découverte autour d'une flaque de tout un bestiaire. Et il se passe 1000 choses. Donc voilà, c'était un très bel album pour démarrer. Et depuis, on a peut-être 6 albums dans cette série un peu pour les petits, dont le dernier qui est L'ours et le canard, qui sera aussi à l'honneur au Salon de Montreuil la semaine prochaine, si certains d'entre vous viennent, puisqu'on aura le stand décoré avec le magnifique ours de May Angéli. Voilà.
Alors, pour l'ours, c'est peut-être pas le cas parce que je suis pas sûre que May ait rencontré un ours, mais souvent à la genèse de ces histoires pour les petits chez nous, il y a ces observations de la nature. La flaque, typiquement, May partage la moitié de sa vie avec la Tunisie, et devant la maison de son compagnon, il avait une ornière, et dans cette ornière qui la rendait dingue, parce que l'ornière, elle comprenait pas qu'elle soit pas rebouchée. Jusqu'au jour où, après une grande pluie, elle s'est rendue compte que cette ornière donc, devenait une énorme flaque, et que dans cette flaque se passait tout un tas de choses. Et c'est vraiment de l'observation de cet instant, de ces instants, qu'est née la genèse de cette histoire. Et c'est souvent le cas de toutes. Mais même c'est vrai qu'elle peint, elle décrit, elle illustre souvent les animaux. Mais elle a passé beaucoup d'heures au jardin des plantes à Paris et aux eaux de Vincennes pour croquer les singes, même les ours et tout ça. C'est vrai qu'elle passe beaucoup de temps auprès des animaux pour les saisir au plus proche, dans leurs expressions, dans leur façon leur corpulence, leur façon de se tenir. Et celui-ci, pour les petits, est adorable. C'est une histoire improbable, une rencontre improbable entre un ours et un canard. L'ours est bourru. C'est un vieil ours, quoi. Voilà, un vieil ours qui a plus beaucoup de dents, donc il n'est pas du tout prêt à manger un canard. Et le canard, lui, il est très vaniteux, très bavard, mais il s'est blessé. Donc, finalement, il est pris un peu dans un instant de faiblesse. Mais l'ours va finalement, de façon un peu pâteau, de le soigner, le guérir. Et une amitié très forte, en fait, va les réunir. Ils vont se compléter, comme souvent. Quand il y a quelqu'un de très bavard dans un duo, l'autre va être plus taiseux, va écouter, et il y a une complicité qui se forme. Donc c'est une très, très belle histoire, mais c'est aussi une histoire autour de l'abandon, parce qu'à un moment de la séparation, puisque le canard va partir rejoindre les autres oiseaux migrateurs, et de faire un peu le deuil d'une amitié, jusqu'à ce que finalement... Et c'est donc aussi une histoire de retour, puisque heureusement, les oiseaux migrateurs reviennent, et donc à son retour, ayant mûri un peu toute leur amitié pendant son voyage, il va revenir encore en ayant compris toute la richesse que cette amitié lui a apportée. Avec Mé Angélie également, nous développons depuis l'an dernier des contes du chat perché. Donc les fameux contes de Marcel Aimé, qui sont publiés dans des versions à l'unité. C'est à chaque fois un conte illustré par Mé Angélie. Donc on a bien plus de textes effectivement que dans ces petits albums. Et ça a été aussi un coup de foudre parce qu'avec Ilona, on aimait bien les contes du chat perché. On est allé les voir au théâtre avec nos enfants à la Comédie Française. Et puis on s'est dit, mais finalement, un jour, dans un des albums de Mé Angélie, dans Cache-Cache, il y avait un arbre avec un chat perché dans l'arbre qui jouait à cache-cache. Et c'est là où Ilona a dit, mais finalement, elle serait parfaite pour faire les contes du chat perché. Donc voilà, après on a dû négocier avec Gallimard parce que voilà. Et maintenant, on a donc les boîtes de peinture, l'éléphant, et puis l'an prochain, le problème qui va sortir dans cette série de beaux livres de bibliothèque. Une autre grande preuve de confiance au début de la maison d'édition, donc c'est le couple Guillaume Olive et Easy Young qui ont aussi accepté de nous suivre dans cette aventure. Je dis vraiment c'est une support de confiance parce que quand on a commencé les livres, la maison n'existait pas officiellement. Et comme un auteur, pour vivre de son art, il faut que les livres viennent au monde réellement, qu'ils voient jour et qu'ils soient vendus. Voilà, de se lancer avec nous avant qu'on existe, c'était vraiment une grande preuve de confiance. Donc le premier ouvrage que nous avons fait ensemble, Le Plouf. Le Plouf, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, c'est une histoire assez classique dont il existe plusieurs versions à travers le monde, mais celle-ci c'est la version chinoise, puisque Guillaume Olive est sinologue. Sinologue, oui, en quelque sorte, il y a traducteur du chinois aussi, oui, voilà. Et elle est donc une artiste chinoise qui a fait les Beaux-Arts à Pékin, où ils se sont rencontrés. Donc le plouf, c'est un petit lapin qui batifole au bord de la rivière et qui tout d'un coup entend un énorme plouf et à ce moment-là, effrayé, se met à détaler à travers la forêt en encourageant tous les animaux à fuir puisqu'il y a l'énorme plouf qui arrive. Alors, donc il y a les animaux vont peu à peu le suivre, donc le renard, puis le singe, le zèbre, l'éléphant. Jusqu'au moment où le tigre lui dit mais qu'est-ce que vous faites tous à courir comme des fous autour de la forêt? Qu'est-ce qui arrive? Ah bah je sais pas, c'est lui qui m'a dit. Je sais pas, c'est lui qui m'a dit. Jusqu'à remonter au petit lapin qui dit bah, c'était près de la rivière, il y avait un énorme bruit, c'était vraiment horrible.
Et donc tout le monde va entendre démarrer la rivière, et à ce moment-là, une papaye tombe dans l'eau et pouf, voilà. Et donc effectivement, il y a différentes versions. Il y a des fois en Amérique, il y a un petit poussin qui reçoit une petite graine d'un arbre sur la tête et qui pense que le ciel va s'effondrer. Voilà, c'est un classique de randonnée pour les petits. Ouais. Mais ça représente bien aussi le genre d'histoire qu'on aime bien. C'est une histoire simple. Mais alors moi, je dis au secours à chaque fois parce que c'est le matin et je suis moins rodée. Mais il y a tout un éventail de vocabulaire. Donc c'est la même action qui se passe à chaque page, mais une fois il faut détaler, une fois il s'enfuit, une fois voilà. Donc il y a une vraie richesse, c'est-à-dire qu'on ne sous-estime pas nos lecteurs. Il y a vraiment une richesse de vocabulaire, à la fois pour les lecteurs qui ne connaissent pas les mots, comme c'est une action répétitive, c'est tout à fait accessible aussi. Et puis il y a le fond de l'histoire qui est réfléchir avant d'agir, le phénomène des troupeaux. Voilà, donc c'est magnifique, c'est beau, et puis c'est, on l'espère, un peu intelligent aussi. Voilà. Donc c'est des petits contes de sagesse, on a plusieurs avec eux, et Eziong illustre toujours dans la grande tradition chinoise en peinture sur papier de riz, ce qui donne ce petit côté, cet aspect un peu cotonneux des illustrations. Alors pour développer, en plus je crois qu'aujourd'hui il y a principalement des gens spécialisés dans la petite enfance, donc c'est effectivement un axe qu'on a souhaité développer par la suite. Faut savoir que aussi dans le catalogue, on ne l'a pas dit, mais on travaille de l'illustré et uniquement de l'illustré, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout de romans, on fait des illustrés pour les tout petits jusqu'aux très grands, mais c'est à peu près, voilà, ce qui réunit, c'est le point commun entre tous nos livres, avec toutes les qualités de l'éléphant. Voilà. Alors, le best-seller de nos bébés, c'est Papillote. Ce Papillote, alors c'est une drôle d'histoire parce qu'on a très peu d'ouvrages finalement au démarrage de cette maison d'édition qui sont arrivés par la poste. Papillote, c'était le premier exemple. Celui-ci, on a reçu le manuscrit, il était illustré comme il l'est aujourd'hui. Le texte a assez peu bougé et le texte est d'ailleurs très succinct. Vous verrez. Et c'est une histoire pour apprendre à grandir. C'est une histoire qui est vue par le prisme du bébé, de Papillote, enfin de l'enfant en tout cas, qui raconte comment il est né, de son papa, de sa maman, et on va le voir grandir au fur et à mesure. On va voir qu'il est un mélange de son papa et de sa maman, que parfois il est plus proche de son papa, parfois il est plus proche de sa maman. Ça se reflète dans sa couleur qui varie d'une page à l'autre. Et on voit que en fait, il est complètement dépendant de ses parents au départ, et puis qu'au fur et à mesure, il va s'affranchir d'eux pour prendre son envol, jusqu'à s'inscrire dans la grande roue de la société. Voilà. Donc il est tout simple, et en fait nous on a remarqué depuis quelques années là qu'on le teste avec des bébés autour de nous, que c'est vraiment, jusqu'à 1 an, c'est vraiment le livre que les petits réclament. Donc voilà, on était quand même assez fiers d'avoir un best-seller pour les bébés. On teste, on offre, et après on écoute les retours. Voilà, dans les cadeaux qu'on a pu faire. Malheureusement, on n'a pas un comité de lecture de bébés qui viendraient jouer aux éléphants du tout. Voilà. Non. Voilà, mais... une autre, effectivement, mais après on laissera Anaïs en parler, une autre... surprise éditoriale qui est arrivée de façon plus étonnante aussi, c'est le projet d'Anaïs qu'elle est venue nous présenter au Salon de Montreuil il y a maintenant quelques années, mais aussi assez proche de ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Mais après ça, on n'en parle pas plus, on laissera Anaïs vous en parler. Donc, comme quoi, il peut y avoir des grands moments au Salon de Montreuil, donc venez. Et puis dans la maison d'édition, dans les choix aussi qu'on fait, on farfouille. Alors Ilona a une grande qualité, c'est qu'elle est complètement bilingue anglais. Une seule. Hein. Plein d'autres qualités, mais entre autres, elle est complètement bilingue anglais, et puis avec une grande culture anglo-saxonne, notamment en littérature, et d'autant plus en littérature de jeunesse. Et donc en farfouillant dans les catalogues des éditeurs étrangers, on a trouvé quelques pépites, dont Bébé va au marché, qui est un de nos ouvrages parmi les traductions pour les petits qu'on aime beaucoup. Bébé va au marché, il est tout simple. C'est un bébé qui va faire le marché à sa façon. Sa maman fait le sien. Lui, il est dans le dos de sa maman, donc sa maman ne se rend compte de rien. Et en fait, au fur et à mesure, il va faire du charme avec tous les commerçants. Et à chaque étal, un commerçant va lui donner 5 bananes,
Voilà, quatre quoi d'ailleurs, 4 oranges juteuses, etc. Donc en fait, c'est comme encore une fois une histoire en randonnée, puisqu'on va passer. C'est même encore un peu plus fouillé que ça. Le marchand va lui donner 6 bananes. Il va en prélever une, manger une et mettre les 5 dans le panier. Le marchand suivant, il va lui donner 5 oranges. Il a très soif, il va en manger une, mettre les 4 dans son panier. Voilà, donc c'est une histoire effectivement très simple en randonnée. On va suivre cet enfant qui va recevoir des présents. Il va falloir un peu dans notre tête s'en rappeler. Mais à la fois, voilà, il y a déjà une petite manipulation. On fait les soustractions dans la maternelle. Ouais. Mais les illustrations sont superbes. Elles sont d'abord superbes. Si elles n'étaient pas superbes, le fait qu'on fasse des soustractions n'aurait aucun intérêt. Mais je vois qu'il y a des parents. Ce livre-là vient de la bibliothèque. Je vois qu'il y a des parents qui se sont entraînés à faire les soustractions sur le livre pour l'expliquer aux enfants. C'est pas mal. Voilà. Et à la fin de l'histoire, la maman se dit ouh là là, mais mon panier, mais qu'est-ce qu'il est lourd. Bon bah là, il va falloir rentrer. Donc vite, elle appelle un taxi. Elle pose son panier, et puis là, elle découvre, mais tout paniquée. Au moment que peut-être certains d'entre vous ont vécu, où tout d'un coup, on rentre à la maison et il y a quelque chose qui dépanne. Encaisse dans le caddie, tout d'un coup, les sacs de bonbons. Et là, elle dit, mais je n'ai jamais acheté tout ça. Et là, les commerçants vont approcher en disant, mais bien sûr, c'est moi qui ai donné ça à bébé, c'est moi qui ai donné ça à bébé. Et là, la maman, elle regarde son bébé, bébé rit, maman rit aussi. Quel gentil bébé, dit-elle, tu as tout rangé directement dans le panier. Maman grimpe sur le mototaxi, bébé s'endort. Pauvre bébé, dit maman. Et en plus, il n'a rien eu à manger. Voilà. Et vous verrez dans le catalogue que par le même duo d'auteurs, il y a aussi Bébé bien caché. Et l'année prochaine, il y aura aussi un autre titre du même duo, toujours haut en couleur. Toujours pour les petits, Bienvenue Tristesse, donc celui-ci est aussi une traduction. Alors, il y a eu ces dernières années beaucoup de livres sur les émotions. Alors, on ne s'est pas dit, nous aussi, on peut avoir un livre sur les émotions, absolument. On a vu ce texte qui était donc déjà illustré. Ça, c'est l'avantage des traductions, c'est que les ouvrages nous arrivent quand même déjà presque en phase finalisation, donc on voit vraiment à quoi ils vont ressembler. Et qui est un texte très doux, très juste et très émouvant tout en sa simplicité. Et donc, nous avons décidé de faire un ouvrage sur la tristesse. Voilà. C'est effectivement, comme il se trouve que c'est un sujet qui est assez en vogue en ce moment, c'est une très bonne chose. Mais c'était d'abord un ouvrage qui, pareil, encore une fois, a été pris sur ses mérites seul. Donc un jour, ça commence comme ça. Parfois, tristesse arrive sans prévenir. Elle te tourne autour. Après, je ne vais pas vous lire tout le livre, mais juste pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Et s'assied à côté de toi, si proche que tu peux à peine respirer. Je m'arrête après celle-ci. Tu peux essayer de la cacher. Et puis après, on va découvrir comment essayer d'apprivoiser ce sentiment de tristesse, comment accepter de vivre avec le temps où il est là, et puis comment ce sentiment va finir par partir. Voilà. Et il y a un petit côté métaphorique puisqu'on voit à la fin, voilà, la tristesse qui a repris une forme tout à fait abordable, qui est comme la taille d'un doudou, et l'enfant qui a retrouvé le sourire. Donc c'est vraiment, voilà, c'est extrêmement doux, c'est une porte ouverte à parler ou à ne pas parler, après avoir lu le livre, mais voilà, c'est une jolie histoire, toute simple dans son économie de couleurs, et en janvier. En janvier, non, en février. En février, vous aurez donc, après Bienvenue Tristesse, vous aurez Bonjour Bonheur. Ouais. Voilà. Pour les tout petits, on a aussi Mon enfant de la terre, qui est une très jolie, comme une berceuse pour les bébés autour du monde, pour endormir son bébé. C'est une maman ou un papa qui chante une berceuse, ou qui dit une berceuse, en évoquant tous les bébés du monde. Donc à chaque double page, vous allez avoir une situation d'un bébé avec son parent au moment de s'endormir. Et donc c'est une évocation aussi sensorielle parce que finalement, on va se rendre compte qu'autour du monde, le bébé va écouter, va voir, va sentir, va avoir besoin de câlins pour s'endormir. Donc quelles que soient nos origines, nous avons tous les mêmes besoins. Voilà, donc un très joli album illustré par Sandrine Bonini. Et pareil, là, le texte nous est arrivé par voie postale.
ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on reçoit beaucoup de choses et finalement pas toujours des choses complètement en phase avec ce qu'on souhaite développer. Donc dans ce qu'on souhaite développer, donc c'est toujours des albums. Donc il y a effectivement des histoires à raconter. L'ami que vous connaissez sans doute puisque c'est une réédition, c'est un des projets que Caroline a amené à cette fameuse réunion dans le café, donc un peu avant la naissance des éléphants, en me disant ce livre-là, on l'a publié aux éditions Syros, je l'adore, c'est vraiment un livre superbe et il est épuisé, ce serait génial si il pouvait venir habiter et renaître aux éléphants. L'ami, c'est l'histoire de Belle et Béa, donc Béa et Belle, qui partagent ensemble, essentiellement toutes seules, toutes les deux. Donc voilà, une petite Belle qui est toute petite dans une énorme maison, avec des parents qu'on voit déjà un tout petit peu distraits, très occupés, qui s'en vont. Et puis au cours du livre, on va découvrir une semaine dans la vie de Belle et Béa, une semaine qui est rythmée par les activités ménagères de la maison, puisque Béa est la gardienne de la maison. Et tous les jours, elles ont une différente activité, surtout le matin, qu'elles feront chacun avec leurs compétences. Donc la petite, pleine de fantaisie, sous l'œil attendri de sa nourrice. Et l'après-midi, une grande page silencieuse qui est la balade au bord de l'eau. C'est donc, il y a au début avant la page silencieuse, nous avons « Puis elles descendent se baigner dans l'océan, main dans la main, Belle et Béa au bord de l'eau ». Et cette phrase-là, « Belle et Béa au bord de l'eau », on va la retrouver avant chaque page silencieuse. C'est un album qui a une écriture extrêmement soignée et a une vraie poésie et une vraie construction. Et donc tous les jours, voilà, nous allons les suivre jusqu'au moment où le dimanche, c'est le jour de repos. Et donc Béa est en train de se reposer et la petite qui n'a pas été donc à la plage ce jour-là décide que finalement elle est quand même assez grande pour pouvoir aller se baigner sans la grande Béa. Elle prend son ballon, descend près de la plage toute seule, mais le ballon va lui échapper. Et à ce moment-là se réveille Béa qui, voyant le petit doudou par terre, réalise tout de suite ce qui s'est en train de se passer, se lance vers la mer et rattrape la petite Belle juste à temps. Elles vont rentrer toutes les deux à la maison et là, Béa, c'est elle qui s'effondre et la petite Belle lui dit « Mais Romy, la prochaine fois, je ne te laisserai pas tout seul. » Et donc, ce qui est intéressant aussi dans ce livre-là, en plus de la grande émotion qu'il dégage, c'est que c'est vraiment une mise en abîme. C'est un livre que l'auteur dédie à sa nourrice et qu'elle dédie aussi à toutes les personnes qui ont été attentives à un enfant quand l'autre ne l'était pas. C'est un livre qui est extrêmement émouvant en général. Voilà, moi j'ai la chair de poule à chaque fois. Mais voilà, donc voilà, c'est vraiment ce qu'on avait envie de porter aussi dans cette maison, c'est des histoires qui sont fortes. Voilà, dans les histoires aussi fortes et pleines de sensibilité, Les Trois poules de Sonia, ça aussi c'est une traduction qu'on a faite. L'auteur et illustratrice Phoebe Val est canadienne et elle a toujours vécu dans la nature, dans la ferme et ça se ressent dans son travail. Et donc là, le papa va donner à sa petite fille trois petits poussins qu'elle va élever comme si elle était leur vraie maman. Et en fin de compte, les petits poussins vont devenir de jolies petites poulettes et un jour, une des poulettes va être emportée par le renard. Donc, il y a aussi toute cette gestion de comment gérer ça. Le papa qui va consoler sa petite et lui expliquer que finalement, le renard, lui aussi, il a des bébés à nourrir. Et voilà, il va resituer cette histoire-là, ce cas particulier dans le cycle de la vie. Et la petite poulette, avant de partir, elle avait pondu un œuf qui va donner naissance à un joli poussin. Donc, finalement, la boucle est bouclée. Et donc ça fait partie aussi des ouvrages grands d'émotion. Très brièvement, dans les autres histoires à raconter, donc pour les plus grands, donc Maskim et les petites choses. Donc ça, c'est un texte
très littéraire qui s'attarde sur un tout petit garçon pour qui le monde est beaucoup trop grand et qui, pour apprivoiser ce monde qu'il trouve trop grand, va s'attarder sur tout ce qui est petit pour pouvoir apprivoiser jusqu'au jour où il va rencontrer un éléphant. Et un éléphant, pour le faire intégrer dans un monde, regarder par des petits bouts pour l'intégrer dans un monde, c'est un peu compliqué. Mais comme ils vont se lier d'amitié, ils vont trouver une stratégie pour le faire entrer dans son monde de petites choses et donc aussi pour faire grandir son monde et voilà, l'aider à apprivoiser le monde dans sa taille actuelle. C'est un livre qui est vraiment extrêmement fin et avec des illustrations très très belles aussi. Voilà, un vrai petit livre, un petit ouvrage littéraire pour les enfants. Je vais quand même... Oui, vas-y. Un autre coup de cœur qu'on a eu au démarrage de la maison, c'était La Tornade d'Arthur Geisert, qui était pour nous un auteur qui était souvent publié chez Autrement Jeunesse, avec des histoires de cochons complètement loufoques. Ici, cet album est beaucoup moins loufoque, mais encore une fois, il est extrêmement bien construit. Il s'agit d'une seule route qui traverse toute la région de l'Iowa. Et sur cette route, on va suivre en fait au fil du temps le pick-up rouge. Et on va voir donc, chaque double page, on est à une heure différente. Et on va voir le début, en fait, de cette tornade. Le coup de foudre qui va tomber sur le fil électrique, qui va occasionner une belle coupure de courant dans la région. Et le pick-up qui va desservir, qui va de ferme en ferme, en fait, pour servir son foin. Et donc, on va voir comment, au fur et à mesure, la tornade va bouleverser la vie des hommes et la vie des animaux. Donc c'est un album absolument remarquable. Toutes les images se correspondent. La route se poursuit. Il a fait ça sur une immense fresque de 11 mètres de long, tout en gravure. Et c'est un bonhomme très étonnant. Il est aujourd'hui très âgé et il vit dans une espèce de banque au milieu de l'Iowa, une ancienne banque qu'il a retapée. Et puis il fait le lancement de ses ouvrages au peuple du coin. Donc les gens font la queue et tout. C'est assez drôle. Et c'est vrai que c'est extrêmement... c'est des albums qui s'adressent absolument à tout le monde, de tout petit, parce qu'on peut voir plein de détails. On peut voir que l'horloge s'est arrêtée dans la maison exactement à l'heure où la foudre est tombée sur le fil électrique. Enfin, il y a plein de détails à découvrir. Les animaux parce qu'il y a aussi l'horloge qui, elle, a balancier, voilà. Donc, il y a mille choses c'est vraiment un livre, soit à lire à deux, et on peut s'en emparer. Moi, j'avais commencé avec mes enfants avec tous les noms des animaux, soit à lire à plat ventre, tout seul, pendant des heures, à regarder tous les petits détails. Alors, dans les histoires racontées, engagement et réflexion, donc on a souvent dans nos livres des ouvrages avec des thématiques un peu fortes. Dans ce cas-là, si on pense qu'elles correspondent, on va les présenter à Amnesty International pour voir s'ils veulent éventuellement accepter de les soutenir. C'est le cas d'Interdit aux éléphants, du Jardin de Dieu en dehors, de Furio, ici, qui est sorti récemment, et de Top Car. Non, pas de Top Car, de Furio. Et d'autres ouvrages dont je vous parlerai plus tard. Interdit aux éléphants, typiquement, c'est un ouvrage qui s'adresse très facilement et qui traite de beaucoup de thèmes selon ce qu'on veut y investir. C'est un petit garçon qui a comme animal familier un éléphant. Et quand tous les autres ont des chats et des chiens, c'est pas forcément évident. Mais ce sont de vrais amis. Et comme ce sont des vrais amis, le jour où il va avoir la fête des animaux, malgré le fait que l'éléphant soit un peu timide, qu'il ait du mal à marcher sur les lignes, sur le chemin pour y arriver, etc., ils vont y aller tous les deux, ils vont se faire beau et ils vont y aller courageusement. Sauf qu'arrivé devant la porte de la fête des animaux, il y a cette énorme affiche qui dit interdit aux éléphants. Et alors là, ils repartent déconfits. Et sur leur chemin du retour, ils vont rencontrer une petite fille qui, elle, n'a pas du tout un éléphant. Donc tout d'un coup, forcément, il se met à pleuvoir, parce que dans ces cas-là, ça montre les sentiments, mais c'est aussi ce qui arrive souvent, c'est que tout va de mal en pis. Il va rencontrer une petite fille qui, elle, donc, n'a pas un éléphant, mais un putois, et dont on n'a pas voulu non plus dans le Club des animaux, même si, dit-elle, ils ne sont pas du tout mauvais. Mais voilà, après ça, ils vont tous les deux décider d'aller fonder leur propre club. Et assez rapidement vont se faire suivre dans cette entreprise par tout un tas d'autres enfants qui ont des animaux moins familiers. Ils vont fonder leur propre club. Et au début, ils avaient commencé à écrire « Interdit aux étrangers et aux mauvais joueurs ». Et puis, ils se sont rappelés à l'ordre. Ils ont barré cet début d'inscription et ils ont mis « Bienvenue à tous ».
Et encore une fois, voilà, c'est des choses que les enfants, eux, remarquent, en tout cas que les autres nous ont fait remarquer qu'on n'avait pas remarqué, les enfants de Caroline, pas les miens, ils n'avaient pas vu. La petite fille qui arrive à la fin, c'est la petite fille qui les avait renvoyés du club des animaux en leur disant que ça allait pas du tout, un éléphant, c'était pas acceptable. Voilà. Dans nos autres ouvrages et dans un tout autre registre, on vient juste de sortir Furio de Gilles Baume et de Chiara Armellini à l'illustration. Donc c'est une illustration qui est très différente de ce qu'on fait habituellement, mais qui fonctionne à merveille avec cette espèce de duel entre deux rois qui passent leur temps à se jauger, à se spionner, à se scruter, à se toiser, jusqu'au jour où il y en a un qui craque et qui fait sa plus belle grimace. Et l'autre qui craque encore plus et qui baisse sa culotte royale. Alors là, bien sûr, on s'y attend, c'est la guerre. Et alors là, ça va être le démarrage en fait d'une guerre sans merci où on va sortir ses plus belles armes, toutes ces machines de guerre qu'on avait inventées depuis des années qui n'avaient encore jamais servi. Donc finalement, c'est une super occasion pour les deux rois. Mais finalement, il n'y en a aucune qui arrive à bout de la forteresse de l'autre. Donc les rois vont lancer leurs écuyers, puis leurs troupes à pied. Puis finalement, comme personne n'y arrive, on va lancer bientôt les enfants, mais évidemment à l'heure du goûter, il n'y a plus personne. Donc ça va être ensuite les musiciens, les cuisiniers, enfin voilà. Donc c'est une joyeuse symphonie, mais bon, finalement, comme on n'y arrive pas, la reine s'en va, elle n'en peut plus. Et il ne reste plus dans le royaume que les deux tisserands qui doivent finir finalement cette histoire. Et jusqu'au moment où, alors du coup, on va installer les rings et puis chacun va tisser le plus vite possible la fin de l'histoire. Et puis il y en a un moment qui va se piquer le doigt, une goutte de sang va être versée. Et là, c'est le drame. Ça a été trop loin. On a été beaucoup trop loin cette fois-ci, c'est sûr, c'est la paix. Sauf qu'évidemment, au bout d'un moment, on n'y tient plus. On a un qui fait sa plus belle grimace et l'autre qui baisse sa culotte royale. Et c'est reparti. Comme en 40, comme on dit. Voilà, donc encore un ouvrage qui a été soutenu par Amnesty. Dans les histoires à raconter, on est aussi sensible aux histoires vraies, à ces hommes et ces femmes qui sont pour nous et pour nous, même en tant qu'adultes et pour nos enfants, des vrais modèles. On a été particulièrement sensible à cet album. Alors, Einstein sur un rayon de lumière. C'est un album qui parle d'Einstein, qui parle de sa vie, qui parle aussi de science, et qui a un style d'illustration. Donc c'est vraiment son histoire, en tout cas une partie de son histoire, qui a un style d'illustration très étonnant. Donc on nous raconte qu'il y a plus de 100 ans est né un petit garçon que ses parents appelaient Albert, qu'à 1 an, Albert ne disait rien. Qu'à 2 ans, Albert ne disait rien. À 3 ans, Albert ne disait presque rien. Et ses parents le regardent un peu inquiets. Il est si différent, mais si précieux. En fait, il l'aime tellement, malgré le fait qu'effectivement, c'est pas évident. Donc on comprend assez rapidement, ce qui est vrai, que voilà, Albert est un enfant différent. Et puis un jour, voilà, on ne peut pas vous raconter toute l'histoire, mais on comprend le début, le déclenchement de son sentiment, de son intérêt pour les sciences. Ce qui est intéressant, voilà, on parle d'Albert Einstein, qui est un génie reconnu, mais on montre qu'au début, les débuts n'étaient pas évidents, etc. Donc ce qui est intéressant, et ce qui peut être aussi très détendant pour certains enfants, donc voilà, les débuts ne sont pas toujours aussi linéaires qu'on voudrait nous les faire croire. Et puis aussi, voilà, l'illustration. Voilà. Donc ça, c'est la théorie des atomes en version illustrée, donc en pointillisme. Voilà. Donc ça rend extrêmement accessible des contextes, des concepts qui sont complexes. On les comprend sur l'instant. Je ne dis pas qu'on pourrait expliquer la théorie des atomes grâce à ça à un comité scientifique, mais ça rend tangible et abordable voilà, qui est réellement Albert Einstein. Dans le même esprit, nous avons un petit livre sur Sophie Germain, qui est une mathématicienne française, la première femme à l'Académie des sciences, et qui, elle, a su expliquer en équations mathématiques, ce que n'arrivaient pas à faire ses collègues masculins,
pourquoi les tremblements, les oscillations et tremblements, donc en tout cas ce qui fait tomber des ponts tristement il n'y a pas longtemps, ce qui fait voilà tout, donc c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné toutes les constructions et c'est un personnage assez intéressant qui elle donc a été mathématicienne à l'époque de la Commune, avec un destin tout à fait remarquable à une époque où les femmes n'étaient pas destinées à ces métiers. Ensuite, on a on en parlait au démarrage, hein, donc l'éléphant, c'est aussi la mémoire, et c'était quelque chose qui nous tenait à cœur de parler du passé pour mieux comprendre notre présent et pour ne pas répéter forcément les erreurs commises dans le passé. Donc, on a développé cet axe mémoire d'éléphant qui n'est pas une collection vraiment figée, puisqu'on a toutes sortes de titres qui s'y inscrivent, que ce soit du texte illustré un peu long, comme dans Le Dernier Voyage, le titre fondateur d'ailleurs de cette collection, ou de la bande dessinée, comme avec Le Partisan, ou même Les Guerriers de l'Enfer, qui s'en approche plus ou moins par la forme. Alors, donc, il y a vraiment pas d'unité de voix narrative, genre, d'auteur ou de format. Ce sont vraiment des textes qui s'inscrivent dans l'histoire. Donc Ruby Tête Haute qui s'attarde sur le destin de Ruby Bridge, qui est la première petite fille noire américaine à rentrer dans une école de blancs aux États-Unis. Et par le biais d'un tableau de Norman Rockwell qui avait immortalisé cette scène où elle se fait escorter par 3 agents du FBI pour sa première rentrée scolaire, qui a été aussi dans la sélection du prix des Incorruptibles. Et plus récemment, Guerriers de l'Enfer, qui s'attarde sur un bataillon de Harlem qui est venu combattre pendant la Première Guerre mondiale. Un bataillon qui a été recruté en musique par un leader de big band qui s'appelle James Reese Europe et qui, une fois qu'il avait été recruté, a été envoyé dans le sud, dans une Amérique qui n'était pas encore déségrégée, faire ses classes. Donc déjà de venir de New York où il n'y avait pas la ségrégation pour être envoyé dans le sud faire ses classes, c'est déjà un sujet à discussion et à émotion. Et puis ensuite, vont être envoyés en France où on va leur réserver toutes les tâches les plus ingrates et toujours la tâche de distraire les troupes. Alors, il se trouve forcément que ce sont les hommes qui avaient envie de se prouver, envie de se battre pour des idéaux et qui donc vont, à force de tanner leurs supérieurs pour pouvoir aller se battre réellement, ce qui n'était pas possible dans cette armée qui était ségrégée, obtenir la possibilité d'aller se battre à côté d'un régiment français, aux côtés d'un régiment français. Et ils vont avoir des faits d'armes incroyables, ce sont vraiment des hommes époustouflants. D'ailleurs, on voit leur une petite galerie de portraits dans les pages de garde. Voilà. C'est un livre qui est extrêmement beau, extrêmement touchant, et le 11 novembre est passé, mais il revient tous les ans. Voilà. C'est un livre dont on peut s'emparer pour cette raison-là, parmi d'autres. Ce titre-là, et puis Furio et quelques autres, ne sont pas dans le catalogue que vous avez, qu'on vous a donné au début de la rencontre, parce que c'est les dernières parutions. On est en train de remettre à jour le catalogue qui arrive là, qu'on aura la semaine prochaine pour le Salon de Montreuil. Donc, n'hésitez pas à nous le dire, on pourra vous les envoyer. Voilà. Et vous pouvez aussi nous laisser vos coordonnées à l'issue de la représentation si vous voulez qu'on vous envoie des éléments, donc des catalogues si vous n'avez pas l'occasion de passer nous voir la semaine prochaine, ou recevoir le jour où on sera prêt à se lancer. On va peut-être faire un jour des newsletters, peut-être 3-4 par an, rien d'extraordinaire en fréquence, mais donc voilà, si vous voulez, vous pourrez très bien nous laisser vos coordonnées. Voilà. Donc des albums documentaires, donc vous avez... Là, je pense sans doute déjà rencontré Cité Babel, qui était l'album qui a eu parmi plein de mérites, le mérite pour nous de nous faire connaître en librairie, puisque c'était un livre c'est un documentaire sous forme d'un immeuble, qui s'attarde sur un immeuble, 3 familles de confessions différentes, donc les 3 grandes religions monothéistes, et qui habitent chacune à un étage, et en bas un épicier qui lui est athée. Et au fil des saisons, on va suivre tous les grands temps forts dans une vie religieuse et découvrir d'autres religions
chez l'épicier, ainsi que tout ce qui est lié à l'alimentation dans la religion. Voilà. Et c'est un livre dont nous, on le conseille à partir de 7 ans, mais dans nos fameux tests, donc quand on l'offre, on s'est rendu compte que les enfants s'en emparent parfois plus tôt par son côté ludique, et puis peuvent y picorer en disant « mais dans cette image-là, il se passe quoi ?» Et puis on lit une ou deux images. Voilà. Toujours dans l'idée de créer un peu des ponts, parce que c'était un peu le cas de Cité Babel, de montrer que toutes ces religions avaient les mêmes racines et finalement les mêmes temps forts et les mêmes valeurs. Et que quand on rentre et quand on connaît, on a moins peur. Voilà. À un moment où il y a une de vraie crispation, qui est toujours d'ailleurs autour des religions. De la même façon, autour de l'immigration, on a sorti cet ouvrage, La rue des 80 l'an passé. Dans la même idée, nous avons choisi un lieu unique. Cette fois-ci, c'est une rue. La première, cette rue, on va la voir en 1890, au tout début de l'ouvrage, et on va voir sur un siècle différentes vagues d'immigration. Voilà, différentes vagues d'immigration qui vont s'y succéder, et de différents habitants. On va voir les habitants aussi vieillir, fonder des familles, etc. Donc il y a toute une histoire qui se passe au fil de ces pages, et des personnages à retrouver au fil de l'histoire. Des pages plus sombres de l'histoire également, puisqu'il n'y a pas eu que des arrivées dans cette rue, mais pendant la Seconde Guerre mondiale aussi beaucoup de déportations et d'exil. Et on voit la rue se construire au fil du siècle avec tous ces apports de ces différentes populations. Mais également, on va voir les transports évoluer, la culture évoluer à travers les affiches, etc. Donc c'est un livre extrêmement riche qui a été illustré par Magali Atuagbe, qui a fait un vrai travail de documentation. Et qui est écrit par Jessie Magana, que vous avez peut-être... Jessie Magana, qui était responsable de la collection Français d'ailleurs. Donc le sujet... qui a une vraie expertise. Voilà, autour de l'immigration. Toutes les deux, elles connaissent très bien. Comme dans Cité Babel, vraiment on s'attaque sur des personnages, ils ont des prénoms, on rentre dans leur existence, pourquoi ils sont partis. Parce que on ne part pas par hasard, que si on part, c'est qu'on a vraiment besoin de partir et pourquoi, voilà, leur une vraie existence. Ouais. Donc c'est vraiment, il est assez émouvant lui aussi d'une façon différente d'une histoire plus linéaire. Microscopique encore, donc voilà, un documentaire scientifique. Oh, pardon, mon micro, ça marche pas très bien. Donc cette fois-ci, on va s'attarder sur les microbes. Pareil, par analogie, on va parler des différentes tailles de microbes qui sont soit de la taille d'une fourmi par rapport à celle d'une baleine et découvrir tout un tas de choses. Donc ça, c'est un documentaire. Beaucoup de nos documentaires sont racontés façon album, façon histoire. Donc on apprend en écoutant une histoire ou en lisant une histoire, dépendant de notre âge. C'est le cas aussi de l'éléphant qui fait suite à deux autres ouvrages de la même autrice illustratrice. Il y avait en premier la baleine et aussi l'ours polaire. Voilà, donc c'est trois qui s'attardent aussi sur des espèces menacées. Parce qu'il y a toujours cette dimension aussi de vouloir parler des choses plus sensibles. Dans le catalogue, il y a tout un axe aussi qu'on développe autour des contes. Moi, vous l'aviez vu tout à l'heure avec les livres Les petits contes chinois de Guillaume Olive et Easy Young. Nous avons sorti une soupe aux cailloux, mais cette fois-ci, c'est la soupe version africaine. D'ailleurs, vous avez peut-être on a distribué à l'entrée des fiches recettes avec des soupes aux cailloux du monde entier, donc on pourra tout tester. En fait, nous, on les a testées. Donc elles sont délicieuses. Mettez pas trop de piment si vous avez des gens sensibles au piment. Moi, j'en ai mis un petit peu trop. Et on précise bien, ôtez les cailloux quand vous avez fini de préparer la soupe. Ne mettez pas les cailloux dans le mixeur. Voilà. Donc voilà, la soupe aux cailloux version africaine. Et pour accompagner ce livre, vous avez aussi une très très belle affiche qui a dû être distribuée à l'entrée. Si vous ne l'avez pas, elle est à la sortie. Et comme on est très très doué en communication, comme vous le voyez, on a oublié de mettre le logo des éditions des éléphants. Donc rappelez-vous que c'est nous. Que c'est nous. Tu vois, voilà, on fait une petite opération de com, mais sans se citer. Notre première affiche, on a oublié de mettre notre logo. C'est notre modestie. Voilà. Le caméléon qui se trouvait moche, un autre conte africain de Souleymane Bodj, qui est un super conteur sénégalais, musicien, mais qui est aussi musicologue, donc prof, voilà, il fait plein de choses, quoi. C'est un touche-à-tout et un génie, hein, on peut le dire. C'est un conte autour de l'acceptation de soi.
Voilà. Voilà, pour faire très bref, parce qu'on est un peu en fin de temps, donc on va y aller. On va être succinct. Voilà, on fait un peu succinct. Ouais. Et Soli, la leçon d'humilité, c'est un conte d'Amadou Hampâté-Bâ qui a été illustré, qu'on a extrait d'un recueil et qui est illustré de façon très contemporaine. Voilà, et en format grand album. Voilà. On a quelques recueils de contes, on n'en a pas amené, mais ils sont tous, c'est des beaux recueils en dos toilé. La princesse Sauperle, c'est un conte du 19e anglais qui n'avait jamais été traduit en français, qui a été écrit par une suffragette. Donc c'est une histoire de princesse, oui, mais c'est une histoire de princesse qui ne veut pas se marier. C'est un conte dans lequel il y a un autre personnage important, qui est sa femme de chambre. Et ce sont les deux femmes qui vont vraiment prendre en cours et en main leur destin. Voilà, donc c'est un super conte, moi, qui m'a beaucoup marqué enfant et que j'ai voulu traduire pour les enfants français. Contes des peuples de Chine, donc un recueil de contes. Donc cette fois-ci, c'est toujours Easy Young, elle fait donc toujours de la peinture sur papier de riz, mais aussi un peu de peinture sur soie, comme on voit en couverture. Les contes de chevaux qui viennent de sortir, donc c'est un recueil comme le dit le titre, avec comme personnage principal ou quasi principal des chevaux, mais qui viennent de partout dans le monde. Et contes de Baïka, qui sont des contes qui sont extraits de la revue Baïka, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, et si ce n'est pas le cas, on vous invite à la découvrir. C'est une revue qui est autour de la découverte du monde, et dans chacune de ces revues qui paraissent, il y a un conte qui vient d'ailleurs. Et donc là, ce sont les 10 premiers qui ont été rassemblés et mis en recueil. Voilà. Est-ce qu'il nous reste encore un petit peu de temps, Estelle, ou on fait 5 minutes? Super. Bon, alors pour conclure, on va juste vous mettre en appétit pour l'année prochaine. On est en train de travailler à nos projets de 2020. Dont le premier sera encore un album de Guillaume Olivet et Easy Young, mais assez différent des petits contes animaliers, les petits contes de sagesse qu'on vous a présentés avec le Plouf et toute cette petite série. Ce sera un album grand format. Les 7 frères chinois reprend un conte qui était mon conte préféré cette fois-ci quand j'étais petite, qui s'appelait Les 5 frères chinois. Il y en avait que 5 à l'époque. La famille s'est agrandie. Et en fait, chacun a un super pouvoir. Ils sont tous exactement pareils, sauf qu'il y en a un qui a un cou en acier, l'autre qui peut allonger ses bras, l'autre qui peut allonger ses jambes, etc. Et un jour, l'un d'entre eux va être condamné à mort. Et l'empereur va le... Parce qu'il essaie de sauver sa mère. Il essaye de sauver sa mère. Les valeurs de défense, c'est une matriarchie, donc c'est important aussi de dire voilà. que... Et donc l'empereur est un despote, hein, il condamne à mort, qui vole un œuf, vole un bœuf, et donc il veut condamner à mort celui qui lui a pris son œuf pour guérir sa mère. Et donc le frère qui va se présenter, c'est celui qui a un coup en fer. Et quand le bourreau va vouloir lui couper la tête, évidemment, la lame va rebondir. Et quand l'empereur ne va pas en revenir, il va dire, puisque c'est comme ça, on va te noyer. Et là, le frère va dire, mais enfin, vous ne pouvez pas faire ça, il faut que j'aille dire encore une fois un dernier au revoir à ma mère. Et donc, il retourne chez sa mère. Celui qui a les jambes qui s'allongent va se présenter le lendemain. Et en fait, il va pouvoir se sortir, voilà, de l'eau. Et en fait, à chaque condamnation, un frère différent se présente et en fait, il ne meurt jamais. Jusqu'à ce que celui qui pleure des torrents et des torrents de larmes, qui peut pleurer à foison, se mette à pleurer à la fin quand l'empereur qui n'en peut plus veut tuer cette fois-ci la mère, il se met à pleurer et finalement il va créer un vrai tsunami qui va emporter, noyer le prince et son palais. Donc depuis on n'a plus jamais revu ce prince en Chine, on ne sait pas. Voilà. Donc le fameux Bonjour Bonheur dont on vous parlait un peu plus tôt, voilà, qui est toujours personnifié. Et donc il va aussi falloir apprendre à apprivoiser et à pas forcément être dans la recherche, mais dans constante du bonheur par des choses, mais voilà. À apprécier les moments et sa présence. Alors ça c'est... Je t'aimerais toujours. Je t'aimerais toujours. Voilà. Je t'aimerais toujours, c'est un texte de Robert Munsch, qui est un auteur canadien, qui est ce livre-là est une légende aux États-Unis. Il a plus d'1 million d'exemplaires. Il avait des illustrations qui n'étaient pas du tout compatibles avec nos lecteurs ici et qui avaient
un certain âge. Et donc, on a eu la joie que Camille Jourdi accepte de le réillustrer pour nous. Et donc, vous avez donc là 2 petites illustrations. C'est encore une fois un texte extrêmement bien construit. Vous avez une mère qui, tous les soirs, va coucher son enfant. On voit des passages de sa journée où il est complètement dingue, comme ça arrive souvent. Et le soir, où elle va soit endormir son enfant, soit quand il est endormi, venir lui faire un câlin. Et elle va lui dire qu'elle l'aimera toujours jusqu'à la fin des temps. Il y a une petite ritournelle. Tu seras mon enfant. Et ceci à travers le temps, jusqu'à la fin où cet enfant ayant grandi, on le retrouvera en train de raconter cette même ritournelle à son enfant, avec un passage un peu poignant où c'est sa mère qui, elle, est fatiguée, qui va l'appeler et elle va commencer à lui dire sa chanson et elle n'aura pas la force de continuer. C'est lui qui va continuer à dire jusqu'à la fin des temps, tu seras ma maman. Et puis voilà, il rentre chez lui, il retrouve son enfant et voilà. C'est un texte extrêmement doux, extrêmement rassurant pour les enfants dans ce côté pour toujours et dont les illustrations vont être superbes. C'est un livre qui s'offre aussi bien aux enfants que les petits-enfants à leurs grands-parents. Enfin voilà, c'est un livre pour tout le monde. C'est peut-être ça qui fait aussi son grand succès. Dans les paris, alors celui-ci sortira au mois de mars. Et au mois de mars, on aura également un ouvrage qui s'appelle Le Petit Secret d'une toute jeune illustratrice. L'auteur, elle, Séverine Vidal, a écrit énormément d'ouvrages, que ce soit de l'album, de la bande dessinée ou du roman. Elle nous a envoyé ce texte et ça fait plusieurs fois en fait qu'elle nous envoie des textes qui ne rentraient pas forcément dans ce que nous, on souhaitait développer. Et un jour, elle nous a envoyé un texte en disant, bah voilà, je vous envoie ce petit secret, je sais, il est bizarre. Alors, on l'a lu. Mais je l'aime bien. Elle a dit, il est bizarre, mais je l'aime bien. Alors, on lui a répondu, il est bizarre, mais on l'aime bien aussi. On l'aimait beaucoup. C'était une très belle histoire. Ce petit garçon bleu, là, que vous voyez sur la couverture, s'appelle Will. Il vient d'arriver sur cette île. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est. Et il marche sur la plage et à un moment, il va entendre des bruits, des voix, des rires. Et il va devenir spectateur d'un grand pique-nique. Donc, visiblement, c'est une famille qui s'est réunie là et qui partage un bon moment. Et puis, au bout d'un moment, comme souvent dans les repas de famille, tout d'un coup, il va y avoir un grand silence. Et une petite fille qui s'appelle Albertine, qu'on voit ici, enfin, vous ne voyez pas grand-chose, mais peut-être vous pourrez venir voir à la fin, va dire « Je connais un secret terrible sur quelqu'un qui est ici ». Et juste au moment où il y a le silence, forcément. Donc là, tout d'un coup, tout le monde entend. Tout le monde entend, et puis tout le monde commence à faire bon, ben, je vais rentrer. En fait, tout le monde. Et on voit ensuite 2 doubles pages avec tous les secrets des uns et des autres. Oh, elle va dire mon secret, elle va savoir que si, elle va savoir que ça. Enfin voilà. Et alors, le travail aussi fabuleux de l'illustratrice, c'est que ces personnages, au fur et à mesure, se transforment plus ou moins en crustacés. C'est-à-dire que, comme s'ils avaient un secret à cacher, ils rentrent un peu dans leur coquille. Et donc, au final, tout le monde va un peu s'affoler. Et Albertine va s'approcher de Will, qui est un peu plus loin, et qui lui aussi se dit, elle connaît mon secret, elle va savoir que les gendarmes vont revenir, ils vont m'attraper, etc. Donc on comprend aussi de façon sous-jacente que cet enfant, il vient d'ailleurs, qu'il n'est pas forcément le bienvenu ici, etc. Et elle va lui dire, mais moi aussi, parfois je me sens pas d'ici, comme toi. Et donc il y a une vraie amitié. Ça se termine sur une belle main tendue, une belle amitié qui démarre. Voilà. Et finalement, l'histoire du secret, tout le monde en a, et c'est pas si grave. Hein. Voilà. Donc un très joli album. Clémence Monet, l'illustratrice, c'est son 2e album. Son tout premier vient de sortir aux éditions du Seuil Jeunesse, et on est ravis de l'accueillir dans le catalogue. Elle a un travail fabuleux. Voilà, je crois que pour le début d'année, on a à peu près fait le tour. On n'a pas porté la maison pleine de trucs, mais c'est un bel album autour de la récupération. De ce qu'on peut faire d'autre, d'un autre choix que la surconsommation. Voilà. Comme Top Car d'ailleurs. Oui, on ne peut pas parler de tout, mais, voilà. Mais ils sont alors jusqu'au mois de juin dernier, tous les ouvrages sont dans le catalogue que vous avez là, et les autous on vous a parlé jusqu'à juin prochain seront dans le prochain catalogue. On peut soit vous envoyer, soit venir passer chercher si vous êtes à Montreuil. Auquel cas, on est dans le stand G6. Premier étage.